pour le cinquième épisode des Explorateurs. Nous, c'est Stéphane et Thomas, deux coachs passionnés par l'humain et le développement personnel. Notre intention avec ce podcast, c'est de vous partager des parcours inspirants, des sujets passionnants, à travers nos expériences et nos connaissances. Et pour cet épisode, on va particulièrement parler des fêtes de fin d'année. C'est un épisode un peu spécial. Et comment se sentir serein pour les fêtes de fin d'année. Et dans cet épisode, vous allez voir une technique qui est plutôt efficace que propose Stéphane, avec un exemple en live. On vous souhaite un très bon visionnage sur YouTube et une bonne écoute sur Spotify. Hello Stéphane, Salut Thomas. et comment ça va? Bah, écoute, ça va nickel. Et toi? Bah oui, écoute, ça va très bien. À l'approche des fêtes, on enregistre cet épisode, et justement avec Stéphane, on a eu l'idée d'un épisode un peu spécifique, qui est d'être, en fait, comment être serein avec son entourage pour les fêtes de fin d'année. On s'est dit avec Stéphane que ça pouvait en aider plus d'un et plus d'une, parce que c'est souvent un moment charnière. Je sais pas ce que t'en penses toi, Stéphane, sur les fêtes de fin d'année. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est un moment charnière, un moment où on se retrouve avec son entourage, que ce soit de la famille, des collègues, des amis ou autres. C'est vrai que par moment, bah, on peut manquer de sérénité, on peut manquer de légèreté dans ces instants-là où on peut voir des personnes qu'on n'apprécie pas forcément ou qui viennent nous énerver ou des comportements qu'on va juger chez ces personnes-là. Et c'est vrai qu'effectivement, on va vous partager, nous, nos expériences et est-ce qu'on peut mettre en place, en tout cas, pour passer enfin, des fêtes de manière sereine. Ouais, c'est vrai que c'est un moment qui peut être assez stressant, angoissant pour certains ou certaines. C'est vrai que c'est, voilà, je pense que surtout quand on est peut-être plus introverti ou, enfin voilà, ou il peut y avoir des spécificités, je pense, qui font que ça peut être un moment un peu compliqué. Mm. Euh, Est-ce que tu as un cas justement, tiens, enfin, une expérience que tu as vécue sur un moment avec ton entourage ou avec ta famille? Alors on pensait spécifiquement notamment au niveau des repas de Noël, enfin les moments vraiment où il y a beaucoup de monde, où voilà, ça peut être assez stressant. Oh oui, j'ai l'idée d'un repas de Noël qui date d'il y a quelques années maintenant. C'était en 2013 ou 2014. J'étais en couple à ce moment-là avec une copine de l'époque. Et en fait, ce qui m'énervait lors des repas de Noël, c'était mon beau-frère qui prenait toute la place à table, qui vantait ses exploits, qui monopolisait la parole pour parler de lui, de lui, de lui, et uniquement de lui à ce moment-là. Euh, pour raconter ce qu'il faisait, son école de... Je crois qu'il était ingénieur, donc son école d'ingénieur, les process qu'il avait mis en place, l'équipe qu'il avait constituée, les projets qu'il avait fait dans l'année. Et c'est vrai que moi, ça m'énervait parce que, dans ma perception, en tout cas à l'époque, il laissait pas de place aux autres de s'exprimer, ou dès qu'on essayait de s'exprimer, il coupait tout de suite la parole pour ramener la discussion à lui. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui me mettait hors de moi. Ça a été, euh, Ouais, Ça a été vraiment compliqué à gérer. Euh, Parce que moi j'aime bien les échanges, on va dire, équilibrés, où chacun peut avoir sa place, chacun peut avoir la parole. Et à ce moment-là, en fait, je me sentais pas du tout écouté par cette personne-là. Euh, et bah, dans ma belle famille, il laissait la place à personne, même à sa conjointe. Quand elle essayait de parler, elle aussi, il lui coupait la parole. Et c'est vrai que moi, pour être tout à fait honnête, ça me déclenchait un peu. Donc ouais, c'est le premier souvenir qui me vient d'un moment difficile. Et toi, Thomas, du coup, quelle expérience t'as vécue, peut-être avec ton entourage ou d'autres personnes, de fêtes qui ont été difficiles? Bah, c'est marrant parce que j'y réfléchissais avant qu'on fasse l'épisode. J'ai pas un souvenir qui me marque particulièrement, mais je pense que, comme toi, suivant en fait les personnes qui sont présentes, c'est vrai que c'est marrant, j'ai le même sentiment d'être plutôt dans une posture d'écoute ou de retrait, je sais pas comment Mm. on peut le voir, et que finalement, tu as quelqu'un qui prend la place, qui prend la place, qui prend la place, puis à un moment, tu te dis, mais attends, ouais. Effectivement, le terme déclenché, je trouve, il fait sens, où tu te dis, attends, enfin, qu'est-ce qu'il fait à prendre toute cette place-là? Enfin, il peut en laisser un peu, quoi. Et d'un côté, tu vois, tu te dis, tiens, bah, finalement, moi, enfin, moi, ça m'est même arrivé de me dire, bon, bah, dans ce cas-là, je parle pas, quoi. Tu vois, euh, ça, c'était dans mon schéma un peu plus avant, de me dire, bon, bah, merde, enfin, finalement, je parle pas, et puis, bon, bah, je dirai pas ce que j'ai à faire. En tout cas, si on me questionne pas, j'irai pas au devant.
en me disant, bah attends, si je le fais comme lui, finalement, bah, j'avais l'impression un peu d'être aussi trop égocentré. Enfin voilà. Donc c'est assez marrant ouais, d'avoir ce sentiment-là aussi. Et c'est vrai que ouais, en tout cas sur ce moment-là, c'est assez désagréable parce qu'effectivement, quand tu revois la personne, un peu comme tu disais, si c'est une connaissance ou un oncle, ou etc., quand tu la vois chaque année, en fait, enfin, c'est un peu stressant. Tu prévois finalement qu'il te bouffe toute la place ou tout ton espace. Et c'est vrai que en fait, tu arrives déjà un petit peu presque pré-déclenché. C'est-à-dire que le gars n'a rien fait, mais toi, tu arrives déjà en mode, oula, il va parler fort, il va faire ci, il va pas me laisser de la place. Alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est là où c'est dommage, je trouve, parce qu'effectivement, bah, tu présupposes que tu vas passer un mauvais moment, alors qu'en fait, t'en sais rien, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Comme tu as déjà vécu la situation, ton cerveau a imprimé cette situation-là et il pense qu'à chaque fois, ça va se reproduire. Et comme tu l'as si bien dit, tu présupposes que la personne n'a pas changé ou que ça va se passer comme les fois précédentes. Et en fait, bah, ton corps se stresse, tu t'angoisses. Tu peux même penser parfois 15 jours ou 3 semaines avant, oh non, je vais voir telle personne. Et ça va venir t'occasionner du stress pendant ces 3 semaines. Donc tu stress, mauvais sommeil, peut-être de l'angoisse en fonction du niveau où la personne en face nous déclenche. Cette boule au ventre le matin quand on se lève. Et plus ça approche, plus on a cette boule au ventre qui grossit à l'intérieur de nous, plus on est stressé, moins on a envie d'y aller. Euh, le jour de Noël ou le jour du 31 décembre, on est là, on fait bonne figure pour pas déclencher justement une discorde ou une dispute avec l'autre personne. Donc on reste dans son coin, on dit rien, on mange ses émotions, on rumine. Et après, le schéma, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais on s'en veut de n'avoir rien dit justement. On s'en veut d'avoir laissé la situation telle qu'elle. Et après, on culpabilise de dire, ah, j'aurais pu dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu peut-être prendre ma place, ou j'aurais peut-être pu lui dire ce que je pensais à ce moment-là. Et si on comprend pas d'où ça vient, c'est vrai que c'est un schéma qui peut se répéter en fait. Ouais, 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 mais je te rejoins. Puis, ce que j'ai rajouté, il y a un côté où, alors après, c'est des suppositions et de l'interprétation, mais tu as l'impression que tout le monde se regarde et tout le monde se dit la même chose finalement. Tu sais, mais personne n'ose le dire. Et alors après, ose le dire, l'idée de pas couper la personne, mais aussi personne ose finalement peut-être prendre le relais pour montrer aussi que bah, chacun a sa place. Et c'est souvent effectivement des schémas répétitifs. Euh, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est là, avec nos regards de coach, c'est que c'est vrai que quand on comprend pas ça, on se dit, bon, bah, finalement, enfin, en gros, ça m'embête. Voilà, il prend toute la place, je peux pas me permettre, etc. Mais il y a un effet assez miroir qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, tu vas nous l'expliquer après parce que tu proposes quelque chose à l'approche des fêtes qui est, je trouve, hyper intéressant et que je ne connais pas. Donc, je découvrirai en même temps que celles et ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. Mais oui, oui, c'est vrai il y a ce côté, bah, finalement, s'il y a quelque chose qui me déclenche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que moi-même je m'autorise pas. Et ça, c'est vrai que du coup, quand on prend un peu conscience de ça, c'est là où on commence, on va dire, à casser un peu le cycle, quoi. T'as, t'as totalement raison. En fait, moi, ce que j'ai identifié en fait en travaillant là-dessus, sur ce que tu parlais, dont on parlera juste après, c'est vraiment cet effet miroir. C'est-à-dire que ce qui nous énerve chez l'autre, c'est ce qu'on n'accepte pas de voir chez nous ou qu'on n'ose pas montrer chez nous. Et on n'ose pas le montrer ou on ne l'accepte pas pour différentes raisons. Parce que dans notre éducation par nos parents, par des figures d'autorité ou d'autres personnes, si je prends le trait de l'arrogance par exemple, on a souvent entendu dans la vie, il faut être humble. Pour être apprécié, pour réussir dans la vie, il faut être humble. Et si on perçoit quelqu'un comme arrogant, il va nous énerver parce que on va pas oser nous être arrogant. On va en gros polariser l'émotion ou polariser du coup le trait de caractère vers un extrême et on va essayer d'être dans l'extrême opposé, donc vers l'humilité à l'extrême. Et en fait, percevoir quelqu'un d'arrogant va venir nous déclencher parce que c'est un trait de caractère qu'on n'ose pas exprimer. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir par des expériences aussi. On a eu affaire à quelqu'un d'arrogant dans la vie, ça nous a porté préjudice, donc on s'est dit, on a codé que pour être bien vu ou pour être accepté, ben, on devait être humble. Euh,
Et c'est déclinable avec tous les traits de caractère. C'est déclinable avec le mensonge, la vérité. C'est déclinable avec la gentillesse, la méchanceté, la paix, la colère, euh, la générosité, l'égoïsme. On peut, enfin, vraiment déclinable à l'infini. Par exemple, on va juger quelqu'un d'égoïste. Moi, quand quelqu'un me dit ça, quand j'ai un coach qui me dit, ah, cette personne-là est égoïste, je lui dis, qu'est-ce que tu t'interdis de faire, toi, justement, et qu'est-ce qui fait que tu juges l'autre égoïste, sur quoi il est égoïste, et sur quoi tu ne t'autorises pas, toi, à être égoïste pour être justement dans l'altruisme à l'extrême et être bien perçu des autres, en fait. Bien perçu de ta famille, ton entourage, tes collègues, peu importe. Et, euh, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les personnes qu'on juge, euh, comme tu l'as dit, sont notre propre faux miroir, entre guillemets, parce qu'on s'autorise pas à faire ce que l'autre fait. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est marrant parce que quand tu me donnais ces exemples-là, je vous partage du coup ce qui m'est venu à l'idée. Moi, j'ai eu beaucoup, je pense, il faut être sage. Et du coup, j'ai été beaucoup dans le côté bon élève, etc. Et à l'inverse, faire du bruit. Je sais que, par exemple, des gens que j'identifie qui font du bruit, donc qui vont peut-être se mettre en scène ou voilà, prendre beaucoup de place, bah, c'est vrai qu'au départ, quand j'avais pas compris ça, bah, ça me déclenchait. Parce qu'effectivement, Mhm. moi-même, je ne me l'autorisais pas par rapport à ce que tu disais, une croyance certainement liée à une éducation, mais à une expérience, hein. Ça peut être une expérience, pourquoi pas, enfin, ça peut peut-être même pas être mes parents, mais peut-être un professeur avec une expérience sur le fait, tu sais, d'avoir répondu sans lever la main, par exemple, je vois bien ce type d'expérience. Du coup, tu te fais réprimander, et là, effectivement, ton cerveau se dit, oula, il y a un danger, donc finalement, je vais me mettre dans une posture un peu de protection, enfin, une sorte de mécanisme de défense, quoi. Je sais pas si ça peut être approché, mais... Ouais, si, c'est ça, c'est comme des Ouais. mécanismes de défense. On nous a dit quelque chose, on a cru ça. On nous a, quel autre exemple je pourrais prendre? J'ai pris l'arrogance. Je vais prendre, bah tiens, si on part sur le mensonge, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le mensonge. Mm. Et pourtant, mentir peut avoir des bénéfices. Et si on perçoit quelqu'un nous mentir, on peut le juger comme, si on met un aspect moral, comme quelqu'un qui n'a pas de morale. Alors que parfois le mensonge peut être utile pour aider la personne à progresser, pour protéger quelqu'un, pour sortir d'une situation délicate. Alors que si la personne avait dit la vérité, ça aurait peut-être eu plus d'inconvénients à ce moment-là que d'avantages pour soi et pour l'autre. Donc, euh, donc non, c'est vraiment un mécanisme intéressant à comprendre. Et si on le transpose au fait de Noël, bah, comprendre ce que l'autre vient déclencher chez nous permet de comprendre le mécanisme et finalement d'être un peu plus apaisé face à cette personne-là en tout cas. Et de faire en sorte qu'elle vienne plus nous déclencher. Ouais, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, bah voilà, c'est vrai que quand c'est répété, euh, parce que forcément souvent on voit un petit peu les mêmes pendant les fêtes de famille, c'est vrai que bah, quand tu te dis chaque année, alors ça peut être en plus du coup Noël, mais ça peut être aussi d'autres moments dans l'année. C'est vrai que c'est intéressant, enfin, je trouve effectivement de le travailler parce que ça peut être vraiment désagréable, quoi. Mm. Et en plus, c'est que c'est bénéfique du coup sur le reste. Parce que si c'est sur les fêtes de Noël, bah, ça peut être, on parlait le fait enfin, d'aller prendre la parole ou quelque chose qui nous déclenche par rapport à ça. Mais ça peut se fonctionner très bien dans une réunion. Par exemple, quelqu'un qui serait dans la même posture, mais dans une réunion qui se permet pas de dire quelque chose parce qu'il y a collègue numéro un qui prend beaucoup de place. Voilà, ouais, ça arrive hein, quand on est ça. Moi, j'ai connu ça dans mes anciennes expériences. Et c'est vrai que bah, finalement, ce qu'on s'autorise pas pendant les fêtes, bah, on peut l'utiliser dans d'autres, on va dire, environnements. Et c'est ça la puissance finalement de ce que tu proposes, quoi. Ouais, tout à fait. C'est Si on se l'autorise pas dans un domaine, ça veut dire qu'on se l'autorise pas dans d'autres domaines ou qu'on peut se l'autoriser mais sous une forme différente ou sous un aspect différent. Et, euh, et très souvent, ce qu'on juge chez quelqu'un, on le fait aussi, mais pas de la même manière. Et donc, comme on le fait pas de la même manière, pour nous, ça n'a pas la même importance que ce qu'on va juger chez l'autre. Je sais pas si c'est très très clair ce que je viens Ok. d'expliquer. Ouais, alors je vais te le redire comment je l'ai compris moi, mais ouais, c'est-à-dire qu'on va pas tolérer le comportement de quelqu'un, puis finalement on va le faire en se disant ouais, mais moi c'est peut-être pas de la même façon. C'est ça, Exactement. hein, si je... Ouais, ok. C'est ça.
C'est un petit peu entre de la mauvaise foi et bon, c'est un peu à notre sauce. C'est-à-dire que oui, mais moi je le fais parce que c'est différent, mais parce que c'est moi. Mais C'est c'est ça. intéressant. Ok. C'est c'est totalement ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on va juger les autres, c'est que c'est pas en accord avec notre système de valeurs. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai eue en coaching par rapport à ça. Cette personne-là a jugé sa maman de lui avoir caché la vérité sur sa naissance, en fait. Donc, ça a été une fille adoptée. Et sa maman lui a toujours dit que finalement c'était sa fille biologique. Sauf qu'elle a découvert à 40 ou 45 ans que c'était pas sa fille biologique, enfin cette personne-là n'était pas sa mère biologique, mais une mère adoptive. Et elle en a terriblement voulu à sa mère de lui avoir menti sur son origine. Ce qui, d'un aspect purement en se mettant à la place de cette femme-là, complètement compréhensible. Et en fait, dans le coaching, moi je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait déjà caché la vérité à des personnes. Elle m'a dit, ah, j'ai déjà caché la vérité à mes filles. Je dis, ok, déjà, ça te fait quoi de voir que toi aussi, tu caches la vérité à certaines personnes? Et exactement ce que tu as dit. Oui, mais moi, c'est pas pareil, c'était pour les protéger. Ok, hyper intéressant. Et, et là, je me mets à la questionner en lui demandant, selon toi, qu'est-ce qui fait que ta maman t'a caché la vérité à ce moment-là? Et en fait, la chose qu'elle avait réprimée pendant 40 ans ou 45 ans, c'était, ah bah, elle a cherché à me protéger pour que je me sente intégré avec mes frères et sœurs et et que je fasse partie de la famille et non pas qu'on m'exclue. En fait, juste, bon, bien sûr, ça a été plus long, et je le fais en version raccourcie, Hmm. mais en fait, juste cette prise de conscience, ça a complètement changé sa perception déjà, le fait qu'elle jugeait sa mère, et elle a vu qu'en fait, sa mère l'a aimée, et que malgré le mensonge, qu'on peut juger comme immoral au départ, et ben, il y avait l'intention de sa maman derrière de la protéger, en fait. La protéger, de l'intégrer, qu'elle soit pas mise de côté parce qu'elle n'était pas biologiquement sa fille. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir le changement de paradigme en quelques heures par rapport à ce sujet qui l'a touché depuis très très longtemps. Ouais, c'est chouette comme exemple. Puis on voit vraiment l'aspect à la fois prise de conscience, changement de perspective, et puis donc finalement on se dit ouais, il y a peut-être si moi je le fais, il y a peut-être aussi une raison valable que la Hmm. personne l'a fait comme du coup sa maman, mais ok super, c'est super intéressant. Et justement alors dans cette deuxième partie du podcast, moi j'avais envie de creuser ce qui était finalement ce que tu proposes, qui s'appelle la dépolarisation. Ouais. Et alors, pour, on va dire, expliquer simplement, à la fois pour moi et aussi beaucoup pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi finalement une séance de dépolarisation? Une sorte de dépolarisation, ça permet d'aller comprendre ce que toi tu juges chez les autres. Par exemple, au lieu de l'expliquer, je vais essayer de te le faire vivre en version très raccourcie pour que tu puisses voir et que les personnes qui nous écoutent et nous regardent puissent aussi comprendre un peu le mécanisme. Euh, Quelle est la chose, le comportement ou le trait de caractère qui, toi, va venir te déclencher chez quelqu'un? Ça peut être... alors, on avait parlé du coup de le fait que quelqu'un se mette en Mhm. valeur, mais j'ai déjà travaillé, donc je vais essayer de trouver autre chose, mais je voyais peut-être le non-respect enfin, de certaines règles. Tu vois, c'est marrant, mais... Ok. Le non-respect de certaines règles. hmm. Toi, à quel moment ça t'est déjà arrivé de ne pas respecter certaines règles? Quand je te l'ai dit, j'ai déjà pensé, bah, par exemple, on va dire samedi dernier. Je me gare sur un endroit où le stationnement n'était pas autorisé en voiture et donc je me suis garé dessus. Ok. Et là, en vrai, en coaching, on pourrait prendre plus de temps pour creuser et tout. Mais à ce moment-là, pour toi, ça a été quoi les bénéfices de ne pas respecter les règles, justement, et de te garer sur une place qui était handicapée? J'ai pas garé sur une place Ah, handicapée. pardon. Je précise, mais c'était une place moto. Mais parce que ça par contre, c'est Ok. une règle. C'est marrant d'ailleurs, parce que tu fais bien de le préciser, c'est une règle que ça que je ne franchirais pas. Par Ok. exemple, tu vois, c'est marrant, on a des notions de règles. Mais le parking moto pour 5-10 minutes, je me suis dit, bon, bah, ça, enfin, voilà. Ok. Euh, Bah, en fait, pour répondre à ta question, c'était, je pense, il y a un aspect certainement de me prioriser. Hmm. C'est-à-dire que j'avais pas envie de me garer dans un parking à 15 minutes de marche.
payant, etc. Ouais, je pense que c'était la simplicité ou le fait de me dire, bah voilà, je me mets, enfin, c'est moi qui me priorise en faisant ça. Ok, c'est top déjà de le voir. Le fait que si tu te gares sur une place pour moto, bah, c'est que tu te priorises parce que t'as pas envie de payer le parking, t'as pas envie de faire 15 minutes de marche. Euh, T'as fait ça pour prioriser quelque chose qui était important pour toi. Mm. Ok. Et qui c'est que tu juges, par exemple, qui ne respecte pas les règles? Alors, c'est marrant, j'ai un exemple concret. Ça arrivait parfois que quand j'étais plus jeune, et d'ailleurs ça me déclenchait. Mon papa il y avait des files d'attente parfois à la caisse. Et c'est vrai que parfois il y a une file, mais il y a trois caisses, et du coup on sait pas trop s'il faut aller à droite ou à gauche. Alors, dans ce cas-là, moi j'ai toujours eu du mal à dire, bah attends, je laisse les autres passer. Enfin voilà. Alors que mon père était plutôt sur ce côté, bah attends, il y a une caisse qui est libre, bah j'y vais. Enfin voilà, j'y vais, il y a une caisse qui est libre, quoi. Et par exemple, ça, bah, enfin, je savais qu'au début, moi, j'avais un frein. C'est-à-dire que vraiment, ça me freinait. J'avais du mal à dire, ah ouais, mais on double les autres. Enfin, du coup, on respecte pas, c'est un peu la règle, quoi. Ok. Donc ton papa, dans les files d'attente des supermarchés, qui finalement, dès qu'il entendait qu'il y avait une caisse d'ouverte, se précipitait pour aller sur la Hmm, caisse qui venait d'ouvrir. Ok? c'est ça. C'était quoi les bénéfices du coup pour ton papa à ce moment-là de pas respecter les règles? Bah, c'est marrant, j'aurais dit se prioriser. Ok. Gagner du temps, mais certainement se prioriser pour pas être dans l'inconfort d'attendre, comme tout le monde, hein, tu me diras. Mais donc, oui, vraiment, je pense de se prioriser, voilà, d'être et de contrôler un petit peu aussi la situation, certainement, en se disant, bah voilà, je passe devant, donc. Je suis pas dans l'attente. Dans le sens, je suis pas attentiste. Voilà, je passe devant, il y a quelqu'un, une caisse qui s'ouvre, personne n'y va, donc j'y vais. Ok. Donc c'est intéressant ce que tu viens de me partager sur les deux exemples, que ce soit pour toi ou ton papa, c'est qu'il y avait cette notion de priorisation, de gagner du Hmm. temps et finalement de pouvoir contrôler la situation, même si toi tu l'as pas évoqué pour toi, je ressens en tout cas qu'il y a cette notion de pouvoir contrôler ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas, enfin, je l'ai pas conscientisé, mais effectivement, c'est très lié, ouais, ouais. Ok? Ben, tu vois, en fait, la dépolarisation, c'est ça. C'est ce que je viens de faire avec Ok. toi. C'est-à-dire que ce que tu jugeais chez ton papa, le fait que lui ne respecte pas les règles dans les files d'attente des supermarchés, pour pouvoir doubler tout le monde et passer plus vite et gagner du temps et peut-être avoir le contrôle sur ce qui se passe, toi tu le fais mais sous une autre forme, dans un autre contexte. Avec la Hmm. Ok. voiture, en te garant sur une place de moto pour aller dans un endroit rapidement, au lieu d'aller te garer dans un parking payant et faire 15 minutes de marche. En fait c'est ça, c'est comprendre que ce que tu juges chez l'autre, donc là en l'occurrence le fait de ne pas respecter les règles, bah, il y a une part de toi qui le fait, et dans un contexte donné, et sous une forme donnée par rapport à la personne que tu juges. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Merci pour cet exemple. Je pense que ça parlera à pas mal de personnes. Euh, Puis du coup, moi, ça me parle. La que pour l'avoir vécu, ouais, c'est très chouette. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est le partage du coup. Enfin, pour prévenir, on n'a pas du tout préparé cet exercice, on l'a fait en live, hein. Voilà, c'est Ouais. vraiment pas préparé. Et ce qui est intéressant, c'est que le partage que je peux faire, j'ai eu un côté où, enfin, c'était un peu, je retournais un peu la situation, je trouvais que c'était à dérive, enfin, à la dérision, je cherchais le terme, parce que je me suis dit, bah merde, finalement, moi, ce que j'étais un peu contre quand j'étais plus jeune et que je voyais mon papa faire, finalement, c'est marrant, c'est moi qui le fais. Et en l'occurrence, c'est ma chérie qui m'a dit, oh mais attends, me te gare pas là, ça se fait pas. Et moi, je suis en mode, oh bah attends, merde, on va pas attendre, etc. Mais donc c'est intéressant. C'est assez chouette. Finalement, je trouve que ça enlève, ça crève un petit peu, tu vois, la petite capsule que j'aurais pu avoir peut-être avec mon papa si on avait fait des magasins ensemble, tu vois. La prochaine fois que je vais le revoir faire ça, je vais peut-être me dire, bah finalement, moi aussi je me le fais, donc effectivement, il y a peut-être pas nécessité que je juge parce que je peux le faire aussi, quoi. Exactement. En fait, tu as résumé. C'est comme tu le fais dans un contexte donné et que tu vois les bénéfices que ça a pour toi, bah finalement, tu n'as plus lieu de juger la personne qui le fait pour elle. Si elle le Hmm. fait pour elle, c'est que c'est important. Pour ton papa, c'est que c'est important quand il est au niveau des caisses dans les supermarchés, bah, de pas attendre. Bah, pour toi, par exemple, c'est important pour toi de ne pas attendre et de faire 15 minutes de marche pour aller chercher quelque chose dans un magasin, mais d'y aller vite et de pas forcément payer. Hmm. Tu vois, c'est intéressant de voir le parallèle en fait, que ce que ton papa fait sous une forme, toi tu le fais sous une autre. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est valable pour tout ce qu'on juge. C'est valable pour le, mon-
Et je vais prendre les opposés, hein, vraiment, je le redis, mais c'est valable pour mensonge, vérité, c'est valable pour égoïsme, altruisme, c'est valable pour violence, douceur, c'est valable pour paix et colère, c'est valable pour méchanceté, gentillesse, et comme je dis, déclinable à l'infini pour j'allais dire cupidité et générosité, par exemple, aussi. Enfin, c'est déclinable pratiquement à l'infini pour tout ce qu'on va juger chez quelqu'un. Ouais, c'est intéressant, on pourrait presque, tu sais, choisir un peu à la carte en fonction déjà, enfin, peut-être que toi, dans une première séance, déjà de voir un petit peu comment on définit à quel endroit, et puis bon, avec une situation comme je l'ai fait là, c'est encore plus parlant. Oui, Parce que voilà, on arrive vraiment à raccrocher bah, ce qu'on se permet, et puis d'un côté ce qu'on se permettait pas, mais ouais, trop chouette, en tout cas, merci beaucoup pour cet exemple, je trouve que c'est très parlant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Et avec plaisir, je me suis dit que faire l'exemple en live était beaucoup hmm, plus parlant que de l'expliquer de manière plus mentale. Au moins comme ça, les personnes ont pu écouter et voir ce qui s'est réellement passé. ouais, non, c'est vraiment, c'est trop trop chouette. Et tu vois, je me demandais, bah, enfin, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette méthode? Ah, bonne question. Ce que j'aime particulièrement dans cette méthode, c'est vraiment voir le changement de paradigme de la personne. Quand je coach avec en faisant, en coachant de la dépolarisation, pardon, c'est vraiment le changement de paradigme de la personne. C'est vraiment de se dire le switch qui s'opère à la fin. C'est ah, je jugeais telle personne pour telle chose, pour tel comportement, pour tel trait de caractère. Finalement, voir où moi je le fais aussi et comment ça m'apporte dans le fait de le faire. Et c'est vrai que c'est assez le, le switch et la personne à la fin qui dit ouais bon bah du coup cette personne-là bah, peut continuer à faire telle chose. Moi je sais que je le fais aussi et ça m'énervera plus. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Tu vois, quand je reprends l'exemple de cette personne, de cette femme tout à l'heure que je disais, que j'expliquais, qui jugeait sa mère de lui avoir menti, à la fin, elle a remercié sa mère de lui avoir menti, de lui avoir dit bah finalement ça m'a permis de me sentir intégré quand j'étais enfant. J'ai pu partir en vacances avec mes frères et sœurs alors que ça aurait peut-être pas été possible si elle avait dit la vérité. Euh, Je mens aussi pour protéger mes filles j'ai menti à mes filles en étant plus jeune sur certains aspects. Ça a pu être l'alimentation, ça a pu être les devoirs à l'école, mais en tout cas, elle l'avait fait par rapport à ses valeurs à elle. Et quand elle a compris que sa mère lui avait menti par rapport à ses valeurs à sa mère à elle, en fait, il y a tout comme si toutes les pièces du puzzle venaient s'imbriquer les unes dans les autres en fait, pour euh, pour venir créer ce switch mental, ce tilt un petit peu de c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je le fais, j'ai compris pourquoi l'autre le fait en fait. À quoi ça sert quand moi je le fais, à quoi ça sert quand l'autre le fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez c'est intéressant, ouais, l'exemple de briques finalement, et puis ouais, de voir les situations croisées, c'est vrai que c'est assez parlant. Puis je trouve que du coup, c'est vrai que enfin, moi je l'ai vécu comme ça, il y a ce côté où tu te dis, bah, enfin, ça crève, vraiment, c'est le terme que j'ai, ça, un peu, ça crève l'abcès de ce côté de. Bah ouais, finalement, moi je le fais d'une autre manière, donc en fait, bah, ce que je peux juger, enfin, il y a vraiment un sentiment de se dire, bah, finalement, on se trouve un peu, entre guillemets, con. C'est ça, se dire, bah, merde, en fait, oui, en fait, je le fais, finalement. Ce que j'aime pas chez l'autre, je le fais, et ouais, donc c'est assez, enfin, je trouve que c'est une chouette méthode. Et est-ce que tu as un exemple concret, là, par rapport à l'approche des fêtes, une situation ou quelque chose qui pourrait servir justement avec cette méthode? Il y en a beaucoup qui pourraient servir. Euh, Quel je pourrais prendre? Alors, on a parlé de se mettre en valeur, enfin, quelqu'un Mhm. qui se met en valeur par rapport à nous. Est-ce que tu verrais une autre situation, par exemple? Hum, Quelqu'un qui... Je vais repartir là, on va repartir sur l'exemple que tu as donné, c'est bien. Par exemple, si quelqu'un se met trop en valeur ou trop en avant par rapport à ce qu'on pense nous et qu'on juge cette personne, c'est en fait se demander où dans ma vie, quand et avec qui je me suis déjà mis trop en avant. Et en fait, essayer de capter le moment dans les différents exemples.
où la personne a ressenti le plus de honte, de gêne ou de culpabilité de s'être trop mise en avant à ce moment-là. Et, euh, et de se demander bah, pourquoi je me suis mis en avant, ça a été quoi les bénéfices pour moi par rapport à l'autre que je me mette en avant. Tu vois, toi par exemple, Thomas, si tu te mets en avant par rapport à ta compagne, ça a été quoi les bénéfices pour toi de te mettre en avant à ce moment-là? Et c'était quoi les bénéfices pour ta compagne que tu te sois mise en avant? Qu'est-ce que ça t'apprend Mm. pour toi? Qu'est-ce que ça lui apprend à elle? Quelle autorisation toi tu donnes? Quelle autorisation elle peut se donner en te voyant faire ça? Qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce que toi tu apprends? Et vraiment essayer de regarder de manière globale en fait tout ce que ça peut engendrer comme avantages, bénéfices, peu importe le terme employé, quand on juge cette personne faire ça en fait. Qu'est-ce que ça nous apprend? Sur quoi on travaille? Comment on grandit? Euh, Comment on peut s'autoriser finalement à faire ou à exercer des choses qu'on ne s'autorisait pas avant. Voir quelqu'un se mettre en avant, ça me donne quoi comme autorisation de me mettre en avant, par exemple? Et dans quel contexte je peux le faire différemment? Comment je peux le faire? Avec qui? C'est vraiment tout plein de questions à se poser par rapport à ça. Ouais, donc il y a quand même un aspect de ce que j'entends de visualisation finalement aussi, comme tu disais, comment je serais si je me permettais. Enfin, Hmm. ça doit être aussi assez intéressant pour les personnes et peut-être inconfortable aussi, c'est peut-être là qu'il y a des blocages des fois, parce que tu as des personnes qui ont du mal justement à se mettre en avant, ils s'en rendent compte à ce moment-là. Hmm. Oui, c'est assez inconfortable. Parce que comme c'est quelque chose qu'on juge, bah, c'est pas quelque chose vers lequel notre cerveau, ou notre inconscient en tout cas, a envie d'y aller. Et il y a cette part un peu d'ego qui dit ah non, ça c'est mauvais, je veux pas aller vers là. Alors que bah, c'est en comprenant qu'on le fait dans d'autres situations qu'on est capable d'aller vers ce qu'on juge de la personne en fonction de ce qui est en accord avec nous, bien évidemment. Euh, pour parler d'un exemple personnel, moi je sais que j'avais beaucoup de mal avec la violence, par exemple. Moi, voir quelqu'un violent, que ce soit par les gestes ou par les propos, c'était quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et, euh, et une fois, j'ai travaillé là-dessus sur quelqu'un que je jugeais violent. Je ne donnerai pas le prénom de la personne, mais en tout cas, je jugeais la personne violente dans ses propos, ou dans ses propos et dans son intonation de voix. Et en fait, je me suis remémoré des moments où moi j'ai été, soit je me suis moi perçu violent dans mes propos et dans mon intonation, soit où on m'a perçu comme ça aussi. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'ai vu que être violent dans les propos et dans l'intonation avait des bénéfices. Ça me permettait de me faire comprendre, d'être écouté, de peut-être faire passer un message que je n'arrivais pas à faire passer de manière calme. Euh, Ça m'a permis... Qu'est-ce que ça m'a permis d'autre? Ça m'a permis de peut-être m'imposer dans certaines situations aussi et de pas rester en retrait. Et pour l'autre personne avec qui j'avais été violent dans les propos et dans l'intonation, ça lui a permis peut-être de m'entendre, ça lui a permis elle de se repositionner, ça lui a permis peut-être elle aussi d'exprimer des choses qu'elle avait à me dire et qu'elle n'arrivait pas. En fait, ça a ouvert des portes que j'imaginais pas à ce moment-là. De travailler sur cet aspect-là de violence, en l'occurrence, par les mots et par l'intonation de voix. Ouais, donc c'est vraiment très chouette. Moi, je trouve que c'est vraiment du coaching mais avec une approche un peu différente et puis ça ouvre vraiment les perspectives. C'est ça qui est chouette. Je trouve Mm. qu'il y a. Puis alors là, du coup, on a du travail à faire parce qu'effectivement, on a toujours des choses qui nous déclenchent plus ou moins. Et puis, comme tu dis, ça passe sur beaucoup, beaucoup d'aspects, quoi. Donc ouais, non, Oui. c'est. Et puis on juge tous, tout le monde, tout le temps, on est humain. Hmm. Et, euh, et à hauteur qu'on travaille quelque chose, bah, il y a autre chose qui vient nous déclencher autrement. Donc, moi, tu vois, quelque chose qui me déclenche beaucoup, c'est l'arrogance. C'est-à-dire quand quelqu'un prend une place qui n'est pas la sienne, enfin qui me déclenchait du moins. Et j'ai Hmm. travaillé dessus, en fait, j'ai vu les moments où moi je prenais une place qui n'était pas la mienne non plus. Euh, Par exemple, en famille, des fois, je vais pouvoir dire quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas de ma place, ou, euh, ou en coaching, je vais prendre une place qui n'est pas la mienne, ou en travail de groupe, je vais prendre une place qui n'est pas la mienne. Et en fait, c'est voir dans ces moments-là, bah à quoi moi ça me sert de ça? Quel bénéfice j'en tire de prendre une place qui n'est pas la mienne? Bah, ça peut être sortir de ma zone de confort, expliquer quelque chose, euh, montrer que je sais, tu vois, montrer que j'ai des compétences, que j'ai des capacités, me faire entendre.
Euh, et ça peut être, là je le fais de tête comme ça, mais ça peut être sur plein de... C'est varié, très vaste, large et varié en fonction de chaque personne. Hmm. Non, bah oui, de toute façon, c'est l'art du coaching, hein, Mm. Bah, c'est ça. c'est du sur-mesure, hein, donc c'est vrai qu'il peut y avoir des liens. Vous êtes peut-être reconnu sur des situations, mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est que du sur-mesure, on peut pas. Enfin, chaque situation est vraiment très différente et c'est ce qui fait la puissance du coaching, c'est qu'on s'adapte à des situations, des environnements différents, des besoins, des bénéfices différents. Donc c'est clair, ça, c'est à explorer en séance. Ah, complètement, ça a exploré en séance et comme tu dis, pour le coup, ce protocole de dépolarisation, en tout cas ces séances de coaching de dépolarisation sont vraiment faites sur mesure. Il y en a pas, une séance ne ressemblera pas à une autre, c'est impossible. Comme on est tous différents, c'est vraiment chaque séance, c'est vraiment adapté à chaque personne. C'est ce qui fait la puissance ouais, de la dépolarisation et du coaching. Enfin voilà, c'est vrai que Ouais, complètement. c'est pas. De toute façon, c'est vrai qu'on le sait, hein, le coaching, on ne peut pas appliquer une méthode toute faite à quelqu'un. Il y a des process et des outils, bien sûr, mais je veux dire, ça évolue. Hein, de toute façon, tout se fait en séance. On ne peut pas préparer vraiment la séance, ce que va dire le client, comment il va le ressentir, ce qu'il va identifier ou pas. Enfin, c'est du vivant, quoi. Ah mais c'est exactement ça. C'est vivant, ça bouge et moi c'est pour ça que j'aime ce protocole parce que d'une séance à l'autre, c'est pas la même. Et les switches ne sont pas les mêmes, les prises de conscience ne sont pas les mêmes, les sourires à la fin ne sont pas les mêmes, la gratitude à la fin n'est pas la même. Donc moi, c'est vrai que j'adore pratiquer ça. Je le pratique sur moi, je le pratique sur sur les personnes que je coach aussi. Donc et chaque personne en ressort vraiment transformée à chaque fois. Donc c'est Ouais, vraiment c'est assez impressionnant. ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on en discutait. Moi, j'ai pas testé, mais ce sera l'occasion finalement que je teste certainement avec toi après l'épisode. Avec plaisir. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, En ce moment, tu as justement quelque chose sur la dépolarisation. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de comment, enfin, ce que tu veux proposer Ouais, tout à pour fait. justement la prochaine fête? Ouais, pas de problème, avec grand plaisir. Alors moi, effectivement, je propose une offre spéciale que j'ai intitulée Sérénité Noël 2025 pour passer des tensions dans votre entourage à justement de la sérénité et de la liberté et aborder les fêtes sans pression, sans ressentir cette boule au ventre, mais en étant vraiment léger et arriver avec les fêtes, aux fêtes avec le sourire. Et c'est trois séances. Donc si je détaille un petit peu, il y a une séance préparatoire où je vais venir vous questionner sur ce qui est important pour vous, vos objectifs que vous voulez atteindre, ce qui est important pour vous dans votre cœur et dans votre ventre, où on sent que si vous faites ça tout le temps, ce qu'on appelle en coaching plus communément les valeurs, ce qui vous drive dans votre vie au quotidien. Ensuite, lors de la deuxième séance de dépolarisation, là, on va venir travailler sur vraiment la personne qui vous énerve, ou en tout cas le trait de caractère qui vous énerve chez cette personne, parce que c'est pas la personne, mais c'est ce qu'elle fait ou son comportement. Et là, un peu comme le travail que j'ai fait avec Thomas, on va aller voir les bénéfices quand tu as fait ça. Et là, ce que j'ai pas fait avec Thomas, c'est les inconvénients si elle a fait le trait de caractère opposé. Donc si on reprend ton exemple, Thomas, ça aurait été quoi les inconvénients si tu étais allé te garer, si tu avais respecté les règles à ce moment-là? Tu vois, dans Bon, l'exemple, ouais, je marchais longtemps ou payer le voilà. parking. Et si on creuse plus profondément, il peut y avoir encore plein d'autres inconvénients. Après, on repart de la personne justement que vous jugez. Et c'est quoi, pareil, les bénéfices quand elle a fait ça, quand vous la voyez faire ça. Et la dernière séance, qui est une séance d'une heure, où là, c'est vraiment tout ce qui est intégration et visualisation pour vraiment ancrer ce changement de paradigme dans votre corps. Donc ces trois séances, ça dure 5 heures, avec un workbook pensé sur mesure pour entamer le travail dès la prise de rendez-vous, en fait. Avant la première séance, entre la première et la deuxième, entre la deuxième, la troisième et la dernière séance. Vous êtes vraiment suivi de A à Z. En plus, il y a un suivi WhatsApp avec moi. Vous pouvez me poser toutes les questions dès que vous avez un doute. Vous m'envoyez un message et en général, je réponds assez rapidement dans la journée. Et il y a une séance bonus en janvier pour ancrer le changement et voir s'il y a encore des petits réglages à faire ou des petits ajustements par rapport à cette personne-là ou par rapport au travail qu'on a fait. Sacrée offre. Trop bien. Parce Ouais, qu'en plus, bah, effectivement, ce qui est cool, c'est qu'en plus, il y a l'occasion de pratiquer et d'ajuster avec la séance de janvier. Donc ça, c'est chouette aussi. oui, complètement. J'ai vraiment voulu que ce soit complet
pratique et simple à mettre en place. C'était vraiment mon leitmotiv pratique, simple et complet. Ouais, ça en a tout l'air. Donc on mettra les liens dans l'épisode justement si vous voulez voir en quoi ça consiste et puis bah, si vous voulez contacter Stéphane pour avoir plus de détails, en tout cas au moins sur la pré-séance préliminaire, voilà, c'est voir si ça vous correspond, etc. Comment tu veux conclure cet épisode, Stéphane? Ouais, écoutez, merci à toi Thomas pour ces belles questions sur la dépolarisation. Merci de t'être prêté au jeu aussi pour la petite démonstration pour expliquer un peu ce que c'est. Et puis j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, bah, passez de belles fêtes de fin d'année, profitez avec les personnes qui sont importantes pour vous. Et puis voilà. Mais c'est très bien. Passez de belles fêtes, effectivement. Nous, on se retrouve du coup pour le prochain épisode qui sera en début d'année. On reprend du coup les épisodes en janvier. Donc on fera aussi une petite pause du coup pour Noël. À moins que l'envie nous vienne, ça peut changer, mais a priori, voilà. On va faire une petite pause pendant les fêtes. Dans tous les cas, si vous avez des sujets ou des souhaits, en tout cas d'invités que vous voulez qu'on invite ou qu'on aborde, si c'est des sujets, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, notamment sur YouTube. Et aussi, si ça vous a plu, de nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Très belle fête et à très vite. Merci, belle fête à toi Thomas et belle fête à toutes et tous. À bientôt! À bientôt.